Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, Renfield, Chris McKay, réalisateur de Lego Movie, nous donne une version moderne du mythe de Dracula. Une parodie décalée et saignante à découvrir absolument. Au cinéma, le son est tout aussi important que l'image. En effet, le sens d'une image change en fonction du son qui lui est accolé. On en parle ce soir avec notre invité Anthony Vérons. À travers le documentaire Infiltré à Auschwitz, Mathieu nous parlera de l'incroyable histoire d'un officier polonais qui a réussi à s'infiltrer dans le pire camp d'extermination qui ait existé. Enfin, avec King Taz, vous saurez tout sur le film Le Cinquième Élément, un film qui a révélé au grand public l'actrice et ex-mannequin ukrainienne Milla Jovovich. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma. Je vous propose qu'on la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Renfield. On est transporté dans un univers où le mal ne peut survivre sans un petit coup de pouce. Et oui, sans son assistant, Dracula ne survivrait pas. Mais voilà qu'après des siècles de servitude, ce dernier a décidé de se rebeller contre son maître. Mais cela ne sera pas chose aisée. On regarde la bande-annonce. Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Enfin, si vous êtes amateur de cinéma engagé, vous allez adorer le film L'Île Rouge. L'histoire se déroule dans les années 70 sur une base de l'armée française à Madagascar. Les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. On regarde la bande-annonce. Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça? Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle. Des films à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, que serait le film des oiseaux d'Alfred Hitchcock sans le thème composé par Bernard Herrmann? Ou encore la voix de Dark Vador sans le mixage qui ont fait cette voix cauchemardesque? Vous l'avez tué. Non, Certainement pas grand-chose. je suis... Vous l'aurez compris, ce soir, nous allons parler de l'importance du son au cinéma avec notre invité dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Tony. Bonsoir Stéphanie, Merci à toi d'être avec nous ce soir. avec plaisir. Alors, tu es technicien son depuis 10 ans. Depuis, tu as participé à de nombreux courts-métrages donc, au pays. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais il y a eu entre autres Les Visites et La tête tournée d'Erwan Bournet ou encore Illusion de Manuela Ginestre. Tu es toi-même passé de l'autre côté de la caméra avec ton court-métrage #YouToo, avec lequel tu as remporté l'année dernière le prix NC La Première du meilleur court-métrage. C'était sur les violences conjugales. Plus ou moins, oui. Que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Comment en es-tu arrivé là? Quel a été ton parcours? Alors,
j'ai découvert la formation de technicien son un petit peu par hasard. Je suis parti sur Paris me former plutôt à utiliser les ordinateurs pour faire de la musique ou la composition musicale par ordinateur. Et dans cette école, il y avait du coup un volet audiovisuel et c'est là que j'ai découvert les métiers du cinéma, mais plus particulièrement celui du son. Et ça m'a tout de suite attiré. C'était un petit peu complémentaire avec la formation que j'étais en train de faire. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre sur cette voie-là. Voilà. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier? C'est quoi être technicien son sur un plateau de tournage? Alors, sur un plateau de tournage, l'essentiel du travail, c'est de capter les sons qu'on a besoin pour le film. Donc, principalement les dialogues. Ça va être la mission première, c'est d'avoir récupérer les dialogues des personnages de meilleure qualité possible, sans bruit parasite ou bruit de vêtements ou quoi que ce soit qui peuvent souvent être générés. Et puis après, dans un deuxième temps, ça va être tout ce qui est ambiance. Par exemple, si on est dans un appartement, il ne faut pas qu'on entende de marteau-piqueur ou d'avion. Ça dépend de l'histoire. Si l'histoire ne se prête pas du tout à un certain type de sonorité, il ne faut pas qu'on les entende. Voilà. Donc il y a un gros nettoyage à faire. Ça, c'est à la prise de son pendant le tournage. Oui. Si l'histoire ne permet pas, par exemple, qu'il y ait des travaux, il ne faut pas qu'on entende de travaux. Peut-être que dans cette scène, l'émotion, elle va être plutôt de faire sortir quelque chose d'autre, mais on n'est pas du tout... ça participe pas du tout à l'histoire. On va essayer de choisir de capter certains sons ou pas, si c'est pertinent pour l'histoire du film. Et puis après, c'est vrai que le son, tout de suite, ça capte l'attention du spectateur. Oui, ça amène beaucoup d'émotions. La musique, dans un sens, mais tout ce qui y est, tous les autres sons qu'il y a dans un film, par exemple les bruits de pistolet, par exemple, si le comédien est là avec une grosse mitrailleuse et qu'on entend pit-pit, ça reflète pas du tout ce qui se passe à l'image. Alors, comment se passe le travail de préparation d'un tournage lorsque l'on est technicien son? Alors, il y a le repérage, c'est ce qui se fait comme les autres techniciens d'ailleurs, que ce soit la lumière ou le scénariste, le réalisateur, ils vont toujours chercher des lieux qui reflètent bien ce que doit raconter, qui reflètent bien l'histoire. Et au niveau du son, c'est pareil, on doit assister en principe au repérage. Et c'est là qu'on amène notre expertise, on écoute, il y a des travaux là, il faudrait aller se renseigner auprès du chef de chantier, est-ce que vous avez fini quand les travaux, si c'est problématique. Et puis en discutant aussi avec le réalisateur. Oui, il y a un échange vraiment. L'atmosphère qu'il veut, est-ce que finalement on va mettre un micro là-bas parce qu'on veut faire ressortir les feuilles des palmiers qui bougent avec le vent, par exemple. Ça peut se décider en repérage. Oui. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier ? Alors, technicien son, ce qui me plaît et ce qui est une nécessité en Calédonie, c'est de ne pas être spécialisé dans un domaine. Il faut toucher un petit peu à tous, sinon on n'en vit pas. Alors, en Calédonie, ça m'a forcé du coup à toucher un peu à tout. À te diversifier ? Voilà, me diversifier. Donc, je suis assez curieux de nature, donc ça ne me dérangeait pas. Donc ce qui me plaît, c'est ça. Dans le métier de technicien son en Calédonie, c'est de pouvoir faire un peu de cinéma, un peu de musique, un peu de studio. Et puis il y a beaucoup d'autres applications, du théâtre, la télé, la radio. Et quelle qualité, toi, tu dirais, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon technicien ? Au-delà d'avoir une bonne ouïe, j'imagine ? Oui, c'est d'être méthodique, d'anticiper les problèmes qui peuvent arriver, les batteries, des micros de secours, des câbles de secours, être prévoyant, quoi. Et puis après, je dirais, essayer de se concentrer au maximum sur pas se s'éparpiller. Souvent aussi dans le tournage, des fois on est en rush. On doit faire vite parce que le soleil il va bouger, la lumière sera plus pareille, donc des fois on est pressé par le temps et c'est là où des fois on fait des bêtises parce que le micro a bougé, on s'en est pas rendu compte, on était concentré sur un truc dans le coin alors qu'en fait les dialogues il commence à y avoir des bruits
de frottement, des choses comme ça. Donc ça serait d'essayer d'être vachement méthodique, oui. Méthodique, la concentration. Voilà, concentré. Et puis des fois s'imposer parce qu'il arrive qu'en tournage, le son, ça reste malgré tout pas la priorité fondamentale. La priorité, c'est la caméra et puis le jeu d'acteur. Et du coup, des fois, c'est de dire hop, 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 vous êtes tous contents, mais moi, je suis pas content. J'aimerais qu'on refasse la prise, s'il vous plaît, parce que y a un chien qui a aboyé, il y a un truc. Je peux pas le bidouiller en post-production, il vaut mieux le refaire. Et puis à l'inverse, des fois, savoir dire non, ok, là, moi, j'ai un problème, mais je peux le résoudre plus tard, ou c'est possible de le résoudre plus tard en post-production. Donc, vu que c'est l'heure, on va y aller. Et puis, voilà, donc il faut être consciencieux avec les autres, quand on est aussi dans une grande équipe. Et puis aussi, des fois, savoir taper du poing sur la table et puis se dire non, là, je peux pas faire autrement. Voilà. Est-ce que toi, tu as une anecdote de tournage à nous raconter ? Oui, c'est celle du Faussaire de Vincent Lépine et Gino Pitarch. C'était un court-métrage quasiment un quart d'heure. Il n'y avait aucun dialogue. Et du coup, il y avait beaucoup de travail d'ambiance à refaire. Et là, ça a été plaisant pour moi parce que j'ai fait une spécialisation en création sonore, en bruitage, en effets spéciaux. Et du coup, là, j'ai pu appliquer là tout ce que j'avais appris. Et j'ai commencé de la prise de son au tournage jusqu'à la post-production à tout faire. Et les 3/4 du film, voire même les 90%, c'est des sons que j'ai recalés sur l'image. C'est des sons que j'ai pris sur place pendant le tournage. Par exemple, là, on voit là. On entend le cheval. On entend le cheval. Et voilà, Gino, qui joue donc ce personnage-là, on est allé marcher tout seul pendant plus d'1 heure dans l'herbe, avec sans sac à dos, ses babioles pour refaire tout ça. Ça, malgré qu'il n'y a pas de dialogue, on comprend, je veux dire, l'action. Ah oui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un dialogue. Comme cinéma muet, en fait. C'est ça. Et là, ce qui est bien, c'est justement de faire parler tout le reste. Oui, voilà. Donc là, il y a le cheval. Essayer de lui donner des expressions. On va voir qu'après, il va avoir un petit peu peur. Après, il y a les ambiances autour. Donc, par exemple, il y a des ambiances qu'on a prises pendant le tournage, mais que ça ne reflète pas vraiment ce que le réalisateur il cherche à faire émerger comme tension, par exemple. Donc là, il faut tout supprimer et il faut rajouter des choses, des bruits, par exemple un bruit de criquet. Après, à force d'écouter, il y a différentes choses qui peuvent sortir. Juste pour reprendre les sons de criquet, ils ne sont pas tous pareils. Au bout d'un moment, il y en a qui font peur, il y en a qui font moins peur. Ça dépend vraiment. Je sais pas, c'est dur à dire, mais des fois, ça matche super bien avec l'image. On dit, oui, c'est ça qu'il faut, c'est celui-là. Sinon, il faut aller chercher en post-prod. Voilà, soit trouver sur Internet des banques de sang. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Mais bon, quand c'est en Calédonie, c'est bien d'aller prendre les sons d'ici parce que ça ferait drôle de savoir qu'un court est là et puis qu'on entend un aigle royal. Voilà, c'est pas terrible. Par contre, si on entend les notous, d'autres oiseaux comme ça, les corbeaux, à Bora, il y a beaucoup de corbeaux. Donc quand on arrive à placer ça, nous, dans le son, on est content parce que voilà, il y a un notou là, je vais le prendre. Tony, quels sont tes projets futurs ? Alors, j'aimerais bien faire un deuxième film qui dure un peu plus longtemps. Il devrait durer une 20aine de minutes. Moi, je suis donc passionné par le son déjà, mais grâce à ça, j'ai été passionné aussi par la lumière. Pendant les concerts, voir les techniciens lumière travailler leur tableau, je trouve ça joli. Donc, j'ai vachement été attiré par ça. Et puis aussi en faisant les courts-métrages, j'ai été attiré par la caméra. Voilà, à force de faire des tournages, ça donne envie de bidouiller des choses. Voilà. Donc j'ai combiné les deux sur mon premier court-métrage. C'est un court-métrage, première fois que je passais derrière la caméra. Tu gagnes un prix en plus. Voilà, c'est pour ça que j'étais content. Mais je pense que c'est parce que c'est la combinaison des deux, les jeux de lumière et puis de mon regard un petit peu, on va dire, photographique du cinéma. Parce que je ne suis pas du tout passionné de film, mais par contre le côté technique derrière, ça m'intéresse.
Et ce deuxième film, je veux refaire la même chose. Mais le premier, ça a été un laboratoire un peu pour moi. C'est la première fois vraiment que je tournais un court-métrage de fiction. J'ai fait des petits trucs avant, mais c'était pour m'amuser plus que... Voilà. Et là, le deuxième, j'ai envie de refaire le même concept, mais avec une histoire un peu plus développée, plus aboutie, et puis un peu plus rentrer un peu plus dans les personnages. Voilà. Là, le premier, on était un petit peu spectateur d'événements qui se passaient, et là, j'ai envie de rentrer plus dans des échanges humains, et toujours garder la lumière pour mettre en valeur des choses. Voilà. C'est comme dans le son, la lumière, les couleurs sont importantes, donc je pense que je tiens quelque chose, j'ai aussi une belle histoire et j'aimerais le réaliser d'ici 2 ans, ça serait bien. Voilà. C'est un beau projet en tout cas. Et puis tu as participé à 2 courts-métrages aussi. Cette année ? Oui. Oui, j'ai fait 2 tournages. Donc Illusion de Manuela Gineste et l'autre c'est Porima de Vena Elastier. Alors j'ai pas fait la prise de son en tournage, mais j'ai fait la post-prod, le mixage. Écoute, dernière question, Tony. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes Calédoniens qui rêvent aussi de devenir techniciens son, qu'est-ce que tu leur dirais ? S'ils sentent la fibre chez eux, que ça les passionne, il faut qu'ils foncent. Voilà. Il n'y a pas de formation en Calédonie, mais il faut partir en France le plus loin. Sinon, Nouvelle-Zélande, Australie, s'ils parlent anglais, ils peuvent suivre des écoles privées. Et puis de se lancer, oui, il faut pas. Je pense, peu importe les vocations qu'on peut avoir, si on est attiré par quelque chose, il faut y aller. Et puis pas forcément penser au travail ou à l'argent, quoi. D'abord, c'est penser à ce qu'on veut faire, son bien-être, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et c'est de là que tout va sortir. Donc je pense qu'il faut se lancer. Et puis peut-être avant de se lancer entièrement pour être sûr, c'est d'aller venir à la télé, d'aller à la radio, d'appeler des producteurs pour voir, ne serait-ce qu'assister à un technicien dans son métier, et puis un petit peu comme une journée porte ouverte, quoi. Mais essayer de s'incruster dans des trucs pour vraiment aller se confronter au métier. Des fois, il y a des choses qu'on imagine qui sont pas aussi fun qu'on le pense. Voilà. En tout cas, merci Tony. Avec plaisir. Notre échange touche à sa fin. Et puis, écoute, je te souhaite bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Et puis, j'espère te revoir dans une émission. Oui, j'espère aussi. Merci. Merci à toi. Et oui, les sons sont la couleur et les nuances de l'image sans qui un film n'aurait pas de sens. Alors le cinéma éveille en nous diverses émotions, tout comme les films documentaires. On en parle tout de suite avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors, ce soir, je vais vous parler du film intitulé Infiltré à Auschwitz. D'accord, c'est un film documentaire de Ted Anspach et Maya Anaïs Yatagen. C'est en fait un film qui raconte l'histoire effarante d'un soldat polonais interné volontairement dans le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi, le camp de Auschwitz, qui est édifié en Pologne sous l'occupation nazie. Notre homme se nomme Witold Pilecki. Il a tout d'un héros, cet homme. C'est un officier brillant, un athlète, un grand sportif, un homme courageux, un patriote qui a des idées novatrices sur le social, enfin des idées sociales novatrices plutôt, et qui vit avec sa femme et ses 2 enfants à la campagne. C'est un soldat réserviste et il va devenir résistant polonais pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation nazie. Cet officier polonais va vivre un incroyable voyage en enfer, mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus, on regarde un extrait. Septembre 1939. La Pologne cède sous la charge combinée de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Abandonnée par ses alliés français et britanniques, elle pleure plus de 60 000 morts. Dès les premiers jours d'occupation, la résistance imprime une presse clandestine et prépare ses premiers sabotages. Parmi les meneurs du mouvement, un certain Witold Pilecki, capitaine réserviste de l'armée polonaise. Voilà pour cet extrait. C'est dur, effectivement, les images.
Mais Mathieu, je veux dire, il y a déjà eu des précédents documentaires sur ce sujet. Qu'est-ce qui le différencie, celui-ci, des autres? Il y a énormément de films documentaires réalisés sur ce sujet, effectivement. Ce film documentaire est original de par plusieurs aspects. Et d'abord parce que l'histoire racontée est extraordinaire, elle est pleine de rebondissements et c'est tout à fait incroyable. Cet officier polonais interné de son plein gré dans l'enfer d'Auschwitz, où il passe 947 jours. Et la plupart des gens mouraient au bout d'un mois et certains étaient exécutés au bout d'une journée. Et lui, il y est resté 947 jours. C'est assez fou. Alors, le 19 septembre 1939, il se fait cueillir volontairement par la Gestapo chez sa belle-sœur. Son voyage en enfer commence. En fait, il fait exprès de se faire prendre pour pouvoir infiltrer, si on veut, ce camp d'extermination nazi. Alors, son matricule, le 4859, il va tout voir, il va tout écrire, il va tout noter scrupuleusement, éviter à plusieurs reprises de mourir, hein, il faut le faire quand même. Organiser une cellule de résistance à l'intérieur même de ce camp de concentration, avec une méthode de recrutement étonnante. Il va même réussir à faire sortir du camp, tiens-toi bien, des rapports détaillés envoyés à Varsovie et à Londres, qui ignorent les appels de Pileski à bombarder le camp. Il appelle carrément à bombarder le camp, enfin bon, bref. Un autre aspect qui est d'autant plus intéressant, finalement, qui n'est pas des moindres, c'est la précision des témoignages des gens qui témoignent dans ce film. Et c'est d'anciens déportés, si vous voulez, polonais, qui ont vraiment connu, du coup, Pileski. Donc finalement, les sources se croisent, s'entremêlent, et ces gens-là donnent des véritables témoignages sur leur rencontre avec ce personnage en couleur qui était Pileski. Et il y a aussi ces dessins qui sont très originaux et qui illustrent finalement ce reportage et qui apportent un éclairage supplémentaire. Les dessins colorés réalisés par d'anciens déportés expliquent mieux que n'importe quel discours l'horreur vécue au quotidien, les traumatismes, entre violence des capots et humiliation dégradante. Et du coup, Pileski il écrira du coup ces nouvelles, il écrira tous les jours, on aura des textes de lui, mais il dira notamment « Le camp jugeait chacun d'entre nous, testant le caractère de chacun. Certains ont glissé dans un égout moral, d'autres ont vu leur personnalité étinceler comme du cristal », écrira-t-il. Témoin direct des atrocités, Pileski est aussi le premier à témoigner des méthodes de gazage utilisées dès septembre 1941, pour le génocide des Juifs notamment. Mais ça a été d'abord testé sur des prisonniers soviétiques une première fois. Mais en dépit de ces alertes, les Alliés ne bougeront pas, malheureusement. Il survivra à cette effroyable épreuve en s'évadant avec 2 autres camarades en 1943. Mais, ironie de l'histoire, il finira exécuté par les Soviétiques en 1948. Voilà pour cette histoire tragique, mais le documentaire est tout à fait exceptionnel. Merci Mathieu. De rien Stéphanie. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 5 juin dès 19h55. Enfin, bon dans le temps ce soir avec King Taz qui nous parlera du film Le 5e élément de Luc Besson, un film culte sorti il y a 26 ans que j'ai d'ailleurs adoré, un univers original, des personnages hauts en couleur comme Corbin Dallas, interprété par le célèbre Bruce Willis. On en parle tout de suite dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits, t'es pas prêt, quoi. T'as mal et sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film français culte qui a explosé au box-office dans les années 90 et qui a eu un succès fou à l'international. Un film français qui aurait marché à l'international. Eh oui, Le 5e élément. Mais non! Bruce Willis, il est français? Mais non, c'est le réalisateur Luc Besson qui est français. C'est d'ailleurs un projet de film qu'il avait depuis l'âge de 16 ans. Ah ouais! C'est net ça! J'adore! Lilou multipasse et les cheveux orange là. En parlant de ses cheveux, je pense que tout le monde sait que c'est une coloration, mais elle a dû la refaire plusieurs fois. Ils étaient tellement abîmés que l'actrice a dû porter une perruque sur certaines scènes. Ah oh Konya, la pauvre! Mais au fait, c'est quoi la langue qu'elle parle au début? C'est une pure invention de Luc Besson et de Mila Jovovich. Et Bruce Willis l'a découverte directement sur la scène du tournage, donc sa réaction à l'écran est complètement naturelle. Et ça, c'était exactement pareil pour la chanteuse Alien. Tous les acteurs l'ont découvert sur le plateau, donc la réaction et l'émotion sont tout aussi naturelles. Ouais, sacré Besson, hein. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est vraiment l'univers, les costumes, les effets spéciaux. En parlant des costumes, tu savais que les costumes ont été imaginés et réalisés par le grand Jean-Paul Gaultier? Pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est un peu excentrique. Et pour les effets spéciaux, ça a représenté clairement une grosse partie du budget du film, puisque le budget effets spéciaux est à lui seul le plus élevé de l'époque. Et à ton avis, la scène de l'explosion, elle était vraie ou pas? Ah oui, ça fait partie des effets spéciaux, je pense, donc c'est
faux. Eh ben non, c'était totalement vrai. Bien évidemment, la scène a été encadrée par des professionnels spécialisés dans le domaine. L'équipe a donc créé la plus grosse explosion de feu faite sur un décor jusqu'à présent. Ben l'engin, c'est fou qu'un mec puisse avoir autant d'imagination dans sa tête et arrive à le mettre dans un film. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Eh bien, ça ne me rajeunit pas tout ça. En tout cas, c'est un film que je ne me lasserai pas de regarder. Votre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.